Chers téléspectateurs, bonjour. Je suis heureux de vous revoir à une nouvelle émission de Voix de fait spéciale élection 2019 avec le mouvement citoyen Acte Salam et ses représentants pour la région Bruxelles-Capitale ainsi que son président. Alors tout d'abord, je vais me tourner vers le président de ce mouvement citoyen qui va nous raconter un peu ses engagements, la constitution du mouvement, les principales valeurs qui dominent ce mouvement. Donc je vais passer la parole à monsieur Hassan Rahali, qui est président donc de Acte Salam. Monsieur Daniel, merci en tout cas de nous avoir invités avant tout, et merci de nous donner aussi l'opportunité en tant que petit mouvement émergent d'avoir la parole et de pouvoir entre guillemets partager bien sûr nos engagements. Oui, effectivement, je pourrais dire que je suis assez actif dans l'associatif depuis près de 30 ans, c'est pas plus. Et à un moment donné, vous savez, quand on s'engage dans l'associatif, on est jeune, on a envie de porter la parole, on a envie de changer aussi les choses. Il faut pas le cacher. Vous savez, les années 70, 80, quand on est adolescent, on a ressenti quand même pas mal de discrimination et je dirais même plutôt du racisme déjà à l'époque. Et c'est ce qui m'avait moi à l'époque franchement poussé à créer une association d'abord sportive, puis culturelle, et puis participer à plein de choses. Et puis je me suis dit, oui, c'est bien le culturel, c'est bien l'associatif, mais pour réellement changer les choses, il faut être aux arènes. Il faut vraiment être, je dirais, dans un système où il y a un pouvoir, où on peut réellement changer les choses. Et donc, fatalement, la fatalité positive cette fois-ci, c'est faire de la politique. Et donc j'ai 21 ans tout de même de politique, 14 ans dans l'ombre. Je n'ai jamais voulu me présenter personnellement. 14 ans, je me dis, bon voilà, je vais croire dans des personnes, je vais croire dans un programme, je vais croire dans un parti politique, et je vais plutôt pousser que d'être vers le devant de la scène. C'est un peu ma déformation professionnelle, je suis aussi journaliste, réalisateur, je suis souvent derrière la caméra, et j'aime beaucoup donner la parole aux gens. Et puis voilà, et puis à un moment donné, on a fait appel à moi pour faire partie d'une liste, etc. Donc j'ai eu une première expérience en 2006 où j'étais effectivement tête de liste à l'époque déjà. Quel parti ? C'était Spirit, qui n'existe plus. SPA, donc One maintenant. C'était un cartel. C'était le Spirit était plutôt des libéraux de gauche. Et honnêtement, je m'inscrivais réellement dans cette optique-là où je suis ni gauche ni droite. Il y a un autre chemin. La fourchette, elle a plusieurs angles, il n'y a pas que la droite ou que la gauche, il y a aussi d'autres chemins. Ça, c'est un. Et puis, à un moment donné, Spirit n'existant plus, je devenais, par, encore une fois, fatalité, vu que bon, il n'y avait pas beaucoup le choix, je suis tout de même un cœur à gauche, avec un peu de droite, un petit mélange. Un citoyen un peu mélangé. Et donc, je deviens conseiller communal en 2012, que j'ai exercé avec beaucoup d'engagement et beaucoup de responsabilités. Pour Spirit ? Pour la SPA. Pour la SPA. Et l'année passée, juste avant les élections, je démissionne parce que tout simplement, ça commençait à m'agacer, honnêtement, de s'occuper d'autre chose que du citoyen. Alors on n'est pas là pour organiser que des spaghettis pour rencontrer des gens. Non, il y a des gens qui sont dans la précarité, des gens qui ont besoin de logement, des gens qui souffrent de discrimination à l'embauche, des gens qui n'ont même pas de quoi manger le lendemain. Et moi je vais commencer à me casser la tête. Ah Hassan, tu n'es pas venu à la préparation de spaghettis. Oui, mais Hassan, il était avec des gens, les pauvres, qui ont été mis dehors par des bombes au-dessus de leur tête. Et j'étais là avec eux en réunion jusqu'à minuit. Alors ne parlez pas de spaghettis s'il vous plaît. Parlons de ce que les gens veulent. Et donc voilà un peu l'historique très rapidement de pourquoi je démissionne. Pas seulement je démissionne pour dire bon voilà, non, je démissionne avec une réflexion très profonde, c'est de créer un mouvement citoyen, mais pas un parti politique. C'était Acting Citizens Together. C'est vraiment, nous sommes les citoyens, ensemble nous allons faire des choses. Et ça, si vous voulez, c'était l'année passée. On a fait vraiment, c'était une très belle expérience qui continue, bien entendu. La preuve aujourd'hui avec M. Michel Dardenne et Mme Chadia. Nous créons Acte. Nous faisons donc les élections communales. Malheureusement, on n'a pas eu de siège, mais ce n'est pas un problème. Le plus important, c'est quoi ? C'est de participer. Et lorsqu'on fait de la politique, cher monsieur, c'est pas dans le tout de suite. C'est dans un long terme. Il faut avoir une vision long terme. Peut-être dans 50 ans qu'on aura des fruits. J'espère pas, mais peut-être que ça sera dans 50 ans. Et puis, pour les régionales, après mûre réflexion, on s'est dit, avec les partenaires, avec les collaborateurs, nous y allons, ok, nous y allons. Et puis je leur ai dit, écoutez, chers amis, seul, c'est impossible. Les régionales, c'est une autre paire de manches. C'est vrai que nous avons de l'énergie, c'est vrai que nous avons de la volonté, c'est vrai que nous sommes engagés, on a du cœur, mais rien que ça, ça ne sera pas suffisant. Il faut aller
chercher, l'union fait la force, il faut aller chercher un autre groupe qui soit proche de notre philosophie, qui soit proche de nos valeurs. Et nos valeurs, ce sont les valeurs universelles. C'est la liberté individuelle, c'est le respect de l'autre, c'est le vivre ensemble, c'est le construire ensemble. Et c'est comme ça que j'ai contacté personnellement Michel Dardenne par téléphone. Dites, monsieur Michel, j'aimerais vous rencontrer. Mais avant cela, pour être honnête avec moi-même et avec tout le monde, c'est lui qui me courait après. Entre guillemets, si je peux me permettre, pendant une année, Hassan, viens qu'on fasse quelque chose ensemble. À ce moment-là, j'étais encore réticent. Il faut être honnête avec soi-même. Et bon, voilà. Passons la parole alors à monsieur Dardenne. Oui, voilà. Qui nous explique donc vous venez du mouvement Salem, en fait. Donc, Voilà, mouvement Salem, en effet. C'est-à-dire qu'en réalité, moi j'ai mon éducation politique, je devrais dire au fond, à la maison. À l'âge de 12 ans, déjà, je participais à des permanences téléphoniques lorsque mon père, syndicat pour les médecins, organisait des grèves. Et donc voilà, moi j'étais déjà au fond dans ces mouvements pour faire respecter les droits à l'époque, donc les médecins qui essayaient de faire respecter les droits lorsque la construction de la sécurité sociale se faisait. Hein, donc, et donc voilà, c'est là que j'ai commencé. Et donc c'est au fond dans un milieu plutôt libéral parce que mon père était copain de Willy de Klerk. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai été un peu aspiré dans le mouvement PVV avec des stars qui sont aujourd'hui jusqu'au Parlement européen. Mais finalement, j'ai vu quand même beaucoup que dans ces partis, finalement c'est à droite tout, quoi. Je veux dire, c'est tout le temps à droite, la liberté. Hein, si on veut quelque chose, il faut travailler. Et je ne retrouvais pas tout à fait les choses parce que bon, il y a des personnes qui ont parfois des moments de faiblesse, de fragilité. Et donc voilà, je m'y retrouvais pas toujours parce que c'était vraiment, c'est un petit peu, toujours, moi j'ai encore toujours participé pendant de longues années, mais voilà, c'était vraiment à droite tout. Et c'est pour ça quand je suis venu habiter à Bruxelles, après d'ailleurs avoir habité aux États-Unis. D'ailleurs aux États-Unis, là c'était un petit peu, j'avais été entraîné dans des mouvements républicains, évidemment je n'étais pas américain, donc j'ai jamais été vraiment très actif, mais bon voilà, ici je suis arrivé à Bruxelles. Quand je suis revenu, j'ai tout le temps travaillé à Bruxelles, depuis 30 ans je travaille à Bruxelles, et là je me suis retrouvé dans des mouvements plutôt centristes, avec un ancien Premier ministre, un VDV comme on disait, hein, le PSC, qui est devenu le CDH. Donc voilà, moi j'ai eu un petit peu, j'ai fait le tour aussi dans d'autres partis, même chez les socialistes, dans la société civile aussi, des associations, la Maison du Peuple d'Europe par exemple, pour des pétitions, enfin des initiatives citoyennes européennes contre les pactes, enfin les TTIP, le CETA, etc. Donc je veux dire, voilà, j'étais un petit peu dans des tas de partis, mais au fond, dans aucun parti je retrouvais toutes les valeurs. Hein. Parfois on me dit aussi, vous avez été chez Islam, moi je vous dis, j'ai été tous les voir. Hein. Et aujourd'hui, eh bien voilà, il y a 2 ans, donc finalement, avec un groupe, on s'est dit, écoutez, puisque voter est obligatoire, et puisque dans tous les autres partis, on ne peut pas faire ce qu'on veut, il n'y a rien à faire, les valeurs citoyennes, il faut les mettre dans un nouveau dogme, un nouveau parti politique, pour que ce ne soit pas ni la priorité à gauche, ni au milieu, ni le vert, ni la droite, mais que ce soit ce que les citoyens veulent. Et donc vraiment, c'est autour de ces valeurs-là que nous avons construit Salem, Salem qui est d'ailleurs Jérusalem, la cité de la paix. Donc ici à Bruxelles, en plus, il y a un petit peu la guéguerre politique entre des tas de communautés, des discriminations, un petit peu, ce qui n'a absolument aucun sens. Enfin, je veux dire, moi j'ai déjà été minorité francophone en Flandre. Je veux dire, toutes ces petites guéguerres entre les petits groupes, ça n'a aucun sens. Il faut vivre ensemble, il faut apprendre à se respecter. Moi, je ne veux persuader personne de ce dont je suis persuadé, mais ils ne doivent pas essayer de me persuader ce dont eux sont persuadés. Donc je veux dire, il faut de la place pour tout le monde, pour qu'on puisse vivre ensemble. Et voilà, c'est vraiment ça qu'on fait. Et donc c'est vraiment la priorité dans notre programme, c'est écouter les citoyens et qu'il y ait beaucoup plus de transparence. Et que les citoyens aussi soient impliqués. Enfin, je veux dire, les gilets jaunes, par exemple, enfin, il y a des tas de votes populistes, on dit, dans des tas de pays. C'est un mouvement mondial, hein. Même Trump, même Macron, je veux dire, partout. Les citoyens ne se contentent plus de l'ancienne politique. Aujourd'hui, nous sommes dans la 4e révolution industrielle, tout est en ligne. Eh bien, il est temps aussi que les débats soient en ligne, que tous les documents de l'État soient en ligne. Je veux dire, la Constitution nous donne droit à voir, à tous les citoyens, à voir tous les bâtiments, tous les documents, à voir tous les débats. Eh bien, il faut que tout ça soit en ligne. Tout le monde a son petit smartphone maintenant. Il faut que tout ça soit accessible. Et donc, c'est vraiment ça que nous voulons amener. Nous ne voulons pas faire de révolution. Hein. Nous voulons amener un petit quelque chose en plus pour que la politique se modernise. Une démocratie représentative et participative.
Oui, avec pas- une dose de participative oui, alors renforcer Transparente. cette démocratie libérale qu'on dit et représentative qui date du 19e siècle et donc qui est un peu, Oui, faudra alors, un peu la dépoussiérer, c'est ça. moi je dirais il y a au fond trois niveaux de démocratie. C'est vrai, la démocratie représentative qui, bon, depuis 200 ans, enfin, elle domine, hein, parce que, bon, c'était le moyen, on vote quelqu'un, ben, pendant 5 ans, on doit lui faire confiance, il décide tout à notre place. C'est vrai qu'il y a besoin de représentants, parce que si tout le monde veut dire quelque chose, on s'en sort plus, hein. Mais on est arrivé maintenant avec des moyens où il y a des gens qui veulent des référendums, ils veulent donc du participatif, ils veulent avoir leur mot à dire de temps en temps un oui ou un non, pas seulement tous les 5 ans, mais sur un projet de loi, ils veulent pouvoir dire ça me plaît ou ça me plaît pas. Mais je dirais, c'est même un troisième niveau qu'on voudrait. Nous, on voudrait la démocratie délibérative. Ça veut dire, on voudrait vraiment, on remarque chez les citoyens de toutes sortes, enfin, je suis citoyen, vous êtes citoyen, mon père médecin est citoyen, mon fils médecin est citoyen, enfin, je veux dire, mais même ma voisine qui est chômeuse ou ma voisine qui est pensionnée, on est tous citoyens. Et ça veut dire que tous les citoyens, ils ont plein de compétences. Et c'est ça qu'il faut essayer de ramener pour que tout ce bon sens puisse rentrer en politique. Et donc, il faut de la démocratie délibérative. Il faut que les gens puissent délibérer avec les représentants de ce qu'ils veulent dans les textes de loi. Parce que, vous savez, on aboutit parfois à des textes de loi où ils sont tellement occupés à se chamailler, les élus sont tellement occupés à se chamailler en commission parlementaire, c'est qu'ils nous sortent des textes de loi qu'un citoyen normal ne comprend pas, quoi, hein. Je veux dire, c'est très compliqué. Tout à fait, il y a beaucoup d'éducation. Mais on va revenir. Je vais me tourner maintenant vers la Benjamine de ces élections. Donc, Shadia Afidi, qui est deuxième à la liste régionale, donc juste après Monsieur Dardenne. Et aussi la plus jeune représentante, candidate, et candidate numéro 2, c'est quand même une belle C'est quand place même pas aussi. mal, oui. Donc, Je suis heureuse. comment est arrivé un peu cet engagement et cette Alors, évolution de... Pour moi, je ne vais pas passer par quatre chemins. Avant que je rencontre Hassan Ali et Michel Dardenne, la politique, ça me disait rien. Il y avait un énorme fossé entre la politique et moi. Et j'ai l'impression que ce n'est pas que moi. C'est la plupart des citoyens. Il y a une sorte de fissure qui s'est creusée au fil du temps entre le citoyen et la politique. Et quand j'ai rencontré ces partis politiques, j'ai compris que c'était le pansement qui allait refermer cette fissure. Ici, si j'ai rejoint Act Salam à l'heure actuelle, c'est pour représenter les jeunes qui, pour moi, sont beaucoup trop exclus de tout ce qui est mouvement politique, député. Si maintenant vous allez dans la rue et que vous interrogez un jeune et que vous lui dites qui est ton Premier ministre, il ne va pas savoir vous répondre. Mais peut-être ne sont-ils pas intéressés comme vous l'étiez. Justement. Donc comment justement, parce que ça c'est des questions très intéressantes, parce qu'on va parler de démocratie participative, délibérative, faire revenir un peu les citoyens. Je pense que c'est quand même quelque chose qui touche non seulement la Belgique, bon mais la Belgique, vu que le vote est obligatoire, on le ressent en moins que dans les pays où le vote n'est pas obligatoire, comme la France, comme nos voisins allemands, etc. Mais par contre, on voit aussi, suivant les statistiques, qu'il y a autour de 20% des gens qui ne vont pas voter en Belgique, malgré le fait que ça soit moi, obligatoire. J'aimerais vous répondre, parce que je vous entends bien. Allez-y. Ces 20%, ce sont des personnes qui ne croient plus en la politique. Ce sont des personnes qui en ont marre d'entendre tout le temps le même discours, ou de voir des politiciens qui viennent chez eux leur dire « votez pour moi », et le lendemain, on ne les voit plus, on ne les recroise plus en rue. Donc moi, comme je vous disais, la jeunesse, c'est une minorité. Donc demain, si vous êtes élu, bien sûr, bien évidemment. Votre journée sera aussi consacrée à la rencontre des citoyens. Bien évidemment, c'est un devoir. On leur fait des promesses, donc il faut aller à leur rencontre pour leur expliquer si la promesse a été tenue ou pas. Et ça, à votre avis, motiverait plus les jeunes à rejoindre des mouvements politiques comme vous, mais aussi tout simplement à jouer le rôle de citoyen. Comme vous dites. Je vous entends bien, mais moi, personnellement, ce qui m'a motivé à rejoindre la politique, c'est la politique qui est venue me trouver. On est venu m'expliquer ce que c'était, on est venu me dire quel droit j'avais dans cette politique. Et c'est là où ça m'a intéressée, parce que j'étais pas au courant de tout ça.
Et si on allait vers Vous les pensez jeunes, que vous pensez que il y a un manque au niveau d'éducation, on n'a plus Oui. l'éducation civique, et ce serait quelque chose de très important, je pense. Oui. à mettre dans le tronc commun peut-être Oui. de l'enseignement? Et si on arrive à intéresser plus de jeunes au niveau de la politique, on peut aussi en tirer quelque chose, on peut en apprendre plus, parce que ce sont aussi des citoyens, c'est l'avenir, c'est nous les comment dire, les personnes qui vont travailler plus tard, qui vont continuer à faire exister la Belgique avec leur patrimoine, encore avec leur nationalité. Donc pour moi, il faut vraiment miser sur la jeunesse, parce que la jeunesse à l'heure actuelle, elle ne croit plus en la Belgique. En tout cas, elle croit au climat et Tout à fait. elle se réunit tous les jeudis. C'est Est-ce que magnifique, c'est magnifique. Oui, bien vous sûr. vous joignez. Bien sûr. Qu'est-ce que vous direz à Greta si vous la voyez, par exemple? Ben, je dirais que le climat, c'est sans le climat, on ne serait pas à l'heure actuelle en vie. En fait, c'est important de préserver notre planète, de faire tout ce qu'il faut pour que les géants de ce monde comprennent que ça ne leur appartient pas à eux seulement, ce n'est pas leur monde, c'est aussi le nôtre, et qu'il faut qu'on se batte tous ensemble pour pouvoir le préserver. Et quelles seraient vos propositions immédiates? Maintenant, demain, vous êtes élu à la région Si avec demain, Monsieur Dardenne. si demain j'étais élue, Mhm. premièrement, je supprimerais tous les sacs plastiques, sans exception. On n'en a pas vraiment Donc, besoin. vous mettrez en œuvre la directive européenne sur le zéro plastique de la députée Frédérique Ries, qui vient d'être adoptée. Tout à fait. D'accord. Ben on va se tourner. De Oui, nouveau, d'ailleurs, il n'y a pas que un sac peu de plastique. droit. Je dirais aujourd'hui, le climat, c'est vrai, c'est important. Hein, mais enfin, le climat, je crois qu'on a beaucoup moins de pouvoir sur le climat. Et je crois que tout le monde doit être un petit peu éduqué là-dessus. Mais il y a d'autres pollutions, hein, parce qu'on parle beaucoup du climat, mais c'est parfois pour cacher d'autres pollutions, hein, notamment la pollution des sols, la pollution des eaux. Il y a encore toujours des problèmes, hein, et c'est souvent l'industrie derrière qui aime bien qu'on parle de climat, hein, et aller taxer les voitures, et que les vieilles personnes ou les personnes pauvres renouvellent leurs voitures, etc. Donc je veux dire, parfois il faut aussi comprendre que renouveler les voitures, parfois, hein, comme maintenant on s'est obligé à Anvers, à Bruxelles aussi, on doit renouveler les voitures, mais que finalement c'est les vieilles personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, parce que ce sont eux qui vont plus pouvoir sortir en voiture, hein, ou les jeunes, ou les moins fortunés, ben, ils n'auront pas la voiture de la société. En plus, les voitures de société, c'est tous des gens qui habitent en périphérie. Ne sommes-nous pas arrivés à un croisement en fait de chemin? Moi personnellement, j'habite à Bruxelles et depuis un an, ben, j'ai arrêté la voiture et je prends les transports en commun. Effectivement, bon, il y a des améliorations à faire. On parle de métro gratuit pour certains, etc. Absolument, absolument. Élargissement du métro. Alors, Mais moi, je Vous vais êtes- vous êtes- j'ai un peu rebondir sur votre question. Parce que moi, vous savez, je suis arrivé, moi je viens de la Flandre aussi. Je suis arrivé en 1979-80. Et une petite anecdote, c'est que j'étais à l'époque, avec fierté, je le dis aujourd'hui, j'avais 12 ans, j'étais le seul cycliste je pense, sur Bruxelles. J'étais inscrit à la Tannée Royale de Forêt. J'habitais la place Sainte-Tolette à Molenbeek, il y a 6 km entre les deux. Qu'il neige ou qu'il pleuve, qu'il y ait grêle, c'était à vélo que je partais à l'école. Parce que tout simplement, je viens de la Flandre, je ne connaissais qu'un seul transport, je dirais, accessible pour moi, c'était le vélo à l'époque. Et quand je suis venu à Bruxelles, ben, j'ai pris mon vélo. À un moment donné, c'était devenu compliqué parce que bon, le gros problème des automobilistes de l'époque et encore aujourd'hui, ils sont pas sensibles à la présence des vélos. Donc il y a bien sûr le vélo, il y a le piétonnier, il y a plein d'autres moyens de transport. Et donc nous, dans notre programme ici par rapport à la mobilité, il faut qu'il y ait une harmonie, comme un peu avec le vivre ensemble. Il faut qu'il y ait de la place pour tous. Nous, ici, bien entendu, nous prenons pour la gratuité des transports en commun, donc pour tous les Bruxellois, je dirais en tout cas les moins valides, donc les jeunes, ça c'est certain, les personnes, les chercheurs d'emploi, parce qu'on demande à quelqu'un d'aller chercher de l'emploi, mais il doit débourser je ne sais pas combien d'euros par jour pour pouvoir se déplacer. Donc ce n'est pas logique. Déjà, il arrive très très difficilement à joindre les deux bouts à la fin du mois. Et donc, il faut bien entendu une harmonie. Et il faut aussi revoir, même pour le milieu, revoir son mode de vie, revoir sa manière de vivre. Il y a la voiture, oui, pour certaines familles, pour certaines personnes, c'est impossible de ne pas avoir une voiture. Il y a les enfants, il peut y avoir des cas d'urgence.
Ça peut être un cas de maladie, on ne va pas téléphoner un taxi. Non, il faut qu'il y ait une voiture dans certains cas. Mais dans d'autres cas, il n'est pas nécessaire d'avoir une voiture. Parfois, on trouve aussi dans des familles où il y a 4 adultes, il y a 4 voitures. Là aussi, c'est pas logique non plus. Donc je pense qu'il faut trouver un juste milieu. Nous voulons la gratuité. C'est pour être coincé dans les tunnels. Oui, en plus de ça, pour être coincé dans les tunnels, c'est vraiment compliqué. Personnellement, comme vous, depuis très très longtemps, je roule à vélo, pas tout le temps, mais la majorité du temps. Mes enfants, je les ai aussi, dès leur jeune âge, 3-4 ans, je les ai initiés au vélo. Je partais exprès avec mes enfants, chacune avec son petit vélo, pour leur dire, écoutez, il n'y a pas que la voiture, il n'y a pas que le métro, il y a aussi d'autres moyens. La trottinette aujourd'hui, qui fait aussi son apparition. Ben voilà, je pense qu'il faut trouver une harmonie. Nous voulons des pistes cyclables partout, dans tout Bruxelles, et visibles, comme en Flandre, comme dans d'autres pays, comme les plats pays, comme les Pays-Bas. C'est avoir, je dirais, des pistes cyclables rouges ou jaunes, mais fluorescents, qu'on les voit. Et surtout, faire une campagne de sensibilisation aux automobilistes. Les automobilistes, j'en suis un aussi, c'est pas qu'ils sont méchants, c'est que tout simplement ils n'ont pas le réflexe, ils n'ont pas grandi avec le vélo, comme en Flandre, où il y a le réflexe, il y a un vélo qui pourrait venir de gauche ou de droite. Donc, avoir une campagne de sensibilisation et être fietsvriendelijk, être vraiment copain avec le vélo et ne pas être l'ennemi. Parce que souvent, quand je parle avec les automobilistes, ouais, mais Hassan, toi, tu veux faire des vélos partout, etc. Non, je dis pas ça. Je dis qu'il faudrait qu'on puisse trouver un juste milieu pour tous. Donc, revoir un peu les infrastructures et investir dans les infrastructures existantes, parce que pour le moment, la législation qui est passée était quand même assez chaotique avec les tunnels, le problème des tunnels, puis tout arrivait en même temps, le pont à Hermann-de-Brou, etc. Enfin, tout arrive en même temps et il n'y a pas de vision claire d'une mobilité multimodale, comme vous. Mais le gros souci, c'est qu'il y a trop d'intervenants. Il y a trop d'intervenants, il y a trop de décisionnaires. Et ça, c'est le gros souci de la région de Bruxelles-Capitale. Nous voyons plutôt une gestion globale quand on parle de mobilité, mais une gestion globale, mais pas qu'il y ait un secteur pour la commune, un autre secteur pour la région, un autre secteur pour ceci et cela, mais on s'en sort plus. À un moment donné, vous voyez, donc quand on parle par exemple des grands axes, c'est la région, les petits axes et les petites ruelles, donc c'est pour la commune, mais on s'en sort plus. Et puis finalement, pour déposer une bête poubelle, façon de parler, vous savez, j'ai déposé une interpellation l'année passée pour tout simplement prévoir des poubelles dans un nouvel aménagement du communal de Molenbeek. Vous vous rendez compte que c'était un petit axe, mais il y a une partie qui est gérée par la commune et une autre partie qui est gérée par la région. Mais on s'en sort plus. La région décide à un moment donné, à la dernière minute, écoutez, non, on n'a plus envie de mettre la poubelle. Les riverains, eux, réclament la poubelle. La commune, elle est totalement inerte, elle est incapable de bouger. Mais on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Qui décide? Qui peut faire des choses? Au fait, il y a tellement de responsables, mais il n'y a aucune responsabilité qui est prise. Donc, un peu, maintenant, demandons à monsieur Dardenne, donc, parce que ça fait partie aussi de cette un peu reconstruction un peu de notre démocratie. Il y a aussi un peu des simplifications à faire. On a vu la 6e réforme de l'État. Il y a beaucoup de gens qui se sont plaints justement de cette complexité de notre pays, parce que bon, c'est la région de Bruxelles est plus une réflexion un peu de l'ensemble. Comment vous voyez, quelles sont vos mesures phares pour justement, devons-nous supprimer les 19 communes? Devons-nous créer juste une région avec tous les pouvoirs qui serviraient aux citoyens et à faire ce genre d'infrastructures? Quels sont vos... Oui, c'est-à-dire que la structure même de la Belgique, qui est un pays communautaire, avec des régions, des communautés linguistiques, des communautés chrétiennes aussi, hein. Rappelez-vous la guerre de l'enseignement qu'il y a eu. Je veux dire, il y a toute une série de choses qui se sont fabriquées en Belgique depuis de longues années. Bon, c'est devenu très complexe et je dois dire que ça marche bien. Les communautés vivent en paix, parce qu'il y a eu des moments où les gens se bagarraient, au moins dans la rue, enfin, hein. Je veux dire, c'était pas toujours facile, hein. Moi, j'étais moi-même d'ailleurs issu d'une minorité francophone en Flandre. Je veux dire, parfois, il y avait des discours où on se disait où est-ce qu'on doit se couper, verticalement ou horizontalement, est-ce qu'on mettait les francophones et les flamands d'un côté et de l'autre de la salle, tandis que moi, je me sens flamand et je me sens francophone à la fois. Enfin, même si je suis aujourd'hui, j'enseigne le néerlandais et j'enseigne l'anglais, mais je veux dire,
je ne suis pas une personnalité unique, quoi. Je suis une personnalité multiple. Et donc je crois que la Belgique, c'est quelque chose de très complexe et toutes les mesures de réforme comme ça, il faut être très prudent. Mais à Bruxelles, il y a quelque chose de spécial. D'abord, il y a la minorité néerlandophone qui, à mon avis, vraiment, quand je vois aussi aujourd'hui des textes de loi, il y a des textes de loi en néerlandais où on voit clairement que c'est une mauvaise traduction du français. Parfois des textes qui ne veulent rien dire. Dans le code pénal, je peux vous citer des articles de la fraude, par exemple, le blanchiment. Il y a des morceaux d'articles qu'un flamand, on ne peut pas le punir parce qu'il dit mais cette loi, ça ne veut rien dire. Et ce serait dû à quoi Mais écoutez, les 50 premières années de Belgique, c'est toute une histoire. Hein. C'était qu'en français, c'était le code Napoléon. Après 50 ans, on a traduit les lois parce que comme il y avait les écoles en néerlandais, les Flamands. Enfin bon, la commission européenne que nous hébergeons ici, ou des institutions européennes, traduisent tous les textes de loi en 23 langues. Donc, oui, mais c'est. Ils ont l'air de bien. Alors, on ne va pas rentrer dans le débat de l'Europe parce que ça, c'est encore complexe. La crise européenne, c'est autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que Bruxelles, c'est une région où déjà 2/3 des Bruxellois, ils ne sont pas nés en Belgique. C'est la ville la plus cosmopolite d'Europe, hein, sans doute du monde. Je crois qu'il y a encore Dubaï qui passe avant. Enfin là, c'est les ouvriers qui sont dans des bidonvilles. Mais c'est pas vraiment une société mélangée. Mais donc, ça veut dire que le défi de Bruxelles, c'est vraiment d'être un exemple pour l'Europe. Ici, nous avons donc des tas de gens qui viennent de l'étranger, et puis comme leurs parents, leurs grands-parents, ils n'étaient pas en politique, ils n'y sont pas non plus. Parce que dans la politique traditionnelle, en Belgique, c'est ça que je reproche aux partis traditionnels, c'est que c'est du business de père en fils, ou de mère en fille, enfin, ça reste toujours dans les mêmes familles, les mêmes milieux, les mêmes copains. Alors que 2/3 des Bruxellois, ils ne sont pas nés ici. Donc, des mesures phares qu'on a, par exemple, il faut mettre des caméras dans tous les hémicycles parlementaires, les commissions parlementaires, pour que tout ça soit enregistré et disponible à gogo sur les Facebook, YouTube, Dailymotion, etc. Il faut que les gens puissent aller voir qu'est-ce qui se discute dans le Parlement. Attends, celui-là, il a dit, je vais vous faire ça. Eh bien, il dit, il faut que les gens, moi je dis ça, il faut que les gens puissent aller voir. Il ne faut pas qu'ils aillent au Parlement montrer, se faire déshabiller, enlever la ceinture, les chaussures pour passer. Ça n'a plus aucun sens. Je veux dire, aujourd'hui, la politique doit se mettre au niveau de la 4e dimension industrielle. Tous les documents qui sont publics, écoutez, on a une constitution très claire. Il y a toute une série de documents qui sont publics. Je vous mets au défi d'aller les chercher. Hein. Il faut faire la file, il faut. Il y a le moniteur en ligne, quand même. Écoutez, le moniteur, ça c'est vraiment. Il y a aussi beaucoup de communes qui mettent leur. Watermal Boisfort, mais toutes les décisions. Les décisions, mais attendez, par exemple, je prends. On donne l'exemple de transparence, je peux te laisser le terminer tout de suite, mais juste par rapport. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire, mais juste par rapport à la transparence, ce que Michel vient de dire, c'est qui est vraiment très très important. Nous n'allons pas changer le monde, mais nous voulons tout simplement avoir un minimum. Le minimum, c'est quoi? Lorsqu'il y a un conseil communal, ou lorsqu'il y a des commissions qui sont organisées au niveau du Parlement, ou lorsqu'il y a justement une plénière au Parlement, au minimum qu'il y ait dans les sites de ces institutions, je dirais, l'ordre du jour. Par exemple, donc à la commune, je prends la commune de Molenbeek, par exemple, là où j'étais conseiller communal pendant 6 ans, donc il y a un ordre du jour. D'accord? Mais il est jamais publié en avance pour que les gens soient intéressés. Ils disent, tiens, mais finalement, oui, j'aimerais bien me retrouver. Moi, je m'amusais, à le publier moi-même sur Facebook, sur mes réseaux sociaux. On dit, écoutez, vous savez que le conseil communal, il est libre d'accès. Tous les citoyens sont les bienvenus. Et je vous assure que pendant les 6 années, je ne dis pas qu'il y avait comme moi qui le faisais, mais pendant ces 6 dernières années, il n'y a jamais eu autant de citoyens présents au conseil communal qu'avant. Jamais. Jamais. Donc, tous je dirais, les ténors des partis politiques confondus disaient que finalement, pendant ces 6 dernières années, on n'a jamais eu autant de visiteurs. C'est quand même extraordinaire. Eh ben, vous savez, ACT, quand nous avons lancé ACT, c'était Citizen, c'est dedans, donc c'est les citoyens. Nous, ce que nous disions, que si on arrivait à sensibiliser le citoyen à la politique, on aura gagné déjà. On aura déjà gagné. Car le pouvoir, il appartient à qui? Aux citoyens. C'est le citoyen qui va voter le 26 mai. Et ça, c'est vraiment très très important. C'est lui qui va voter. C'est lui qui a le pouvoir le 26 mai pour les 5 années à venir. Et si la politique est mal faite, c'est lui le responsable. Si elle est bien faite, ça sera grâce à lui. Et donc, nous, ce que nous voulons avec Acte Salem aujourd'hui, c'est d'abord sensibiliser le citoyen et on doit essayer que le citoyen ne soit plus en réaction. Le gros problème des citoyens, c'est qu'il est en réaction. Nous, on veut que le citoyen soit en action. L'action est totalement différente. Participation citoyenne, budget participatif régional? Oui, bien sûr. Vous savez, moi j'ai été directeur d'une entreprise dans le temps où j'avais 300 personnes qui travaillaient pour moi.
Vous savez, de tout le monde, oui, on veut une petite augmentation, un petit ceci, on veut une petite dépense là. Moi, j'étais très ouvert. Hein. J'ai dit, écoutez, voilà, tous les 3 mois, on va faire les comptes. Je vais vous monter ce qu'on a dépensé, ce que ça a rapporté. Et si vous avez de bonnes idées, faites-le. Moi, quand j'ai travaillé dans des multinationales, même, on avait des comptes, mais vraiment les comptes en interne, ils étaient discutés dans les assemblées trimestrielles. Je veux dire, il n'y a aucune raison que l'État ne discute pas le budget avec les citoyens. Pourquoi est-ce que tout ça n'est pas en ligne? Pourquoi est-ce que... Essayez un peu de trouver le budget de l'État en ligne. Mais c'est introuvable. Moi, je cherche parfois pendant des heures. Je dis, où est-ce que je vais trouver cette information-là? Allez, si je veux savoir les dépenses pour ceci, pour les routes, pour l'enseignement, c'est combien pour les bâtiments, c'est combien pour le personnel. Pourquoi est-ce que je ne peux pas savoir tout ça? Pourquoi est-ce que tous ces budgets sont opaques? Évidemment, tout ça c'est participatif. Déjà, il faut que les gens puissent avoir accès à cette information. Ce sont des documents publics. Et donc, moi, je vais beaucoup plus loin que donner accès au conseil communal pour venir sur place, même s'il y a des dizaines de gens qui viennent, c'est bien. Mais moi, je dirais, si sur les réseaux sociaux, ces enregistrements sont faits et sont disponibles, mais c'est des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes qui vont assister au conseil communal. Absolument. Et c'est là que c'est tout un ajout pour la politique, parce que, vous savez, les politiciens, moi j'ai des amis, ils sont politiciens depuis longtemps, ils se sentent parfois perdus, peu soutenus, parce qu'il n'y a personne qui vient chez eux, il n'y a personne qui vient au conseil communal. Mais je comprends, hein, madame, elle a son travail, après elle doit chercher les enfants à la crèche, ou le monsieur il doit aller réparer la voiture. Il y a une nécessité du représentant depuis Platon déjà. Oui, c'est clair. Mais en plus, il y a aussi un point élémentaire par rapport. C'est vrai que nous parlons effectivement, tout ça c'est très important. La transparence est très importante. Je pense même que c'est la base même d'une démocratie. Tu l'as dit tout de suite, les entreprises privées sont obligées de publier chaque année leur bilan. Nous le savons tous. Alors comment ça se fait que l'État qui donne des leçons, elle-même ne respecte pas elle-même la transparence comme il se doit? Ça c'est de un. De deux, nous trouvons aussi que la politique belge coûte trop cher à l'État, coûte trop cher aux Belges. Nous avons 4 parlements. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais nous avons 4 parlements. La démocratie a un coût. Hein. Un coût énorme. Mais il n'est pas normal, nous trouvons en tout cas qu'il n'est pas normal que pour un petit pays en nombre, grand en esprit bien entendu, mais petit pays en nombre de 11 millions d'habitants, nous avons 4 parlements, alors que la France, notre pays voisin avec 60 millions de citoyens, ils ont un seul parlement. Alors je pense même là, avec bien sûr le respect des communautés, je pense que nous avons déjà réfléchi, nous avons déjà écrit à ce sujet, ce ne sera pas en quelques minutes que nous allons pouvoir l'expliquer, mais de un parlement fédéral avec une autre structure, l'avoir autrement, avoir autant de parlementaires, 89 parlementaires. Donc redevenir un État unitaire en fait. Unitaire, mais disons que ça sera, je dirais, c'est un peu 200 sens avec des districts. Si on a plusieurs parlements, c'est parce que justement on a fédéralisé, on a donné du pouvoir aux communautés, aux dépens de. Mais ce n'est pas le pouvoir qu'il faut donner, c'est pas un pouvoir qu'il faut donner aux gens, c'est un service qu'il faut donner aux gens, c'est pas un pouvoir, c'est un service qu'il faut donner. C'est totalement différent. Je pense même qu'il est important. Donc demain, vous vous retrouvez à la table de négociation avec l'ANVA qui prône la 7e réforme de l'État, le confédéralisme, donc ça va être encore plus de délitement et de complications. Et vous leur dites finalement, on va faire sur 6 réformes, puisque la 7e n'est pas encore là, mais sur 6 réformes, on va faire tout marche arrière en fait. Bien entendu, mais il y a une discrimination vraiment énorme et frappante. Je prends même l'exemple des communautaires, l'exemple de linguistique. Vous vous rendez compte qu'à Bruxelles, donc la région de Bruxelles-Capitale, vous avez des partis francophones et des partis néerlandophones. Quelqu'un qui se présente, donc les citoyens, lui, il peut voter où il veut, sur une liste flamande ou sur une liste néerlandophone ou sur une liste de groupes linguistiques francophones, mais les candidats, eux, si jamais ils se présentent une seule fois d'un côté ou de l'autre, ils n'ont pas le droit de changer de groupe linguistique. Déjà là, nous vivons une discrimination totale au sein même, entre guillemets, d'un État libre. C'est vraiment aberrant et illogique. Défendre et protéger les minorités est une nécessité, c'est clair, mais la structure, elle est à la belge, c'est vraiment à la belge. Et en plus de ça, ça coûte cher. Alors, nous, notre souci, c'est l'argent aussi. Pourquoi? Parce que, vous savez, nous parlons des institutions, nous parlons de la Constitution, tout ce que vous voulez, mais parlons des citoyens. La majorité des citoyens bruxellois, en parlant de la région de Bruxelles-Capitale. Lui, la question qui se pose, qu'est-ce qu'il va manger ce soir, hein? Et une autre question qui va se poser, mais au fait, demain, je vais manger quoi pour mon petit déjeuner? Et si je tombe malade, comment je vais me soigner? Ça, c'est la réalité. Revenons vers vraiment la réalité. Et donc, pour revenir à la réalité, pour trouver de l'argent, commençons d'abord dans les poches des politiciens.
Si nous sommes demain aussi nous parlementaires, nous voulons une baisse minimum de 30% par rapport aux dotations des politiciens, que ce soit des parlementaires ou des ministres. C'est des milliards, c'est 10 milliards. Et ça doit revenir aux citoyens. Nous trouvons que les ministres, que les parlementaires, c'est beaucoup trop. C'est trop. Lorsque j'entends des 6 000 et des 7 000 euros, donc de minimum, sans parler donc des avantages en nature, etc., c'est vraiment terrible. Non, il faut qu'aujourd'hui, les citoyens, il est réellement un service. D'autant plus que l'argent, vous savez, c'est comme dans une famille. Il y a des gens qui ont très peu, ils font plein de choses. Il y a des gens qui ont plein d'argent. Ils gaspillent, ils n'arrêtent pas, ils vont... Enfin, le SPA qui était hier présent Oui, sur le plateau j'ai vu ça, ouais. nous a dit il y a de l'argent. Donc en fait c'est réallouer en fait les budgets, puisqu'il y a eu un refinancement à hauteur d'1 demi-milliard quand même, de la région Bruxelles-Capitale. On le voit partout, les travaux, l'amélioration d'ailleurs de l'espace public dans plusieurs cas, enfin quand les travaux sont terminés évidemment. Donc l'argent est là. Est-ce qu'on va... Vous êtes pour une augmentation de taxes, vous êtes juste pour la diminution des salaires, donc ça c'était un exemple que vous avez... Écoutez, je vais vous dire une chose. Oui, bien sûr, je veux dire une chose. Vous savez, quand on parle d'argent, tout d'abord, vous avez dit quelque chose de vraiment très important. Vous avez dit, écoutez, on voit effectivement les travaux, il y a quand même une certaine synergie, il y a un certain dynamisme à Bruxelles, et donc on voit qu'il y a de l'argent. Mais tant que nous payons tous des impôts ici, donc il est clair que cette caisse, elle est d'une manière durable, elle est déjà remplie. Ça c'est de un. De deux, vous savez, créer du dynamisme à Bruxelles, il faut tout simplement prendre des priorités. Il y a une possibilité à Bruxelles, moi je le dis et nous le disons, que nous pouvons dans les 5 années à venir, si nous sommes dans les responsabilités, de créer minimum 50 000 emplois. Minimum, c'est possible. Si je peux vous parler de plusieurs segments, de plusieurs secteurs, prenez rien que le secteur de l'immobilier. Vous savez qu'à Bruxelles, moi dans ma fonction de journaliste, il y a 10 ans d'ici, j'avais fait un reportage sur les maisons et les bâtiments vides abandonnés de Bruxelles. Il y en avait 30 000 à l'époque. 10 ans plus tard, il y a 50 000, au moins 50 000. 50 000 maisons ou bâtiments abandonnés, alors que nous connaissons une pénurie extraordinaire du logement, tout en sachant que la première précarité, la première cause de pauvreté, c'est le logement. Parce qu'il est cher. Les gens, ils ont peut-être 1 000 euros, 1 200 euros par mois, et ils ont un loyer de 800 euros par mois, minimum. Ils sont même à 5 parfois, dans un appartement 2 chambres, plus les charges. Il arrive à 1 000 euros, il vous reste 200 euros pour vivre. Il est en dessous du seuil de la pauvreté. C'est la réalité des Bruxellois. Et vous savez qu'il y a plus de 70% de locataires à Bruxelles et 30% de propriétaires. Ça veut dire qu'il y a plus de 70% de pauvres à Bruxelles. Et c'est la réalité. Ce sont des chiffres. C'est pas moi qui le dis. Ce sont des chiffres. Quand on est locataire, on est pauvre. Quand on est locataire, on est pauvre lorsque le loyer est très cher. Et lorsqu'il y a une pénurie de loyer. C'est ça que je dis. Je ne dis pas que le locataire, il est pauvre. Je dis il est pauvre lorsque son loyer, il est proportionnellement plus élevé que son salaire. Et là, il est pauvre. Et nous pouvons créer de l'emploi. Il y a des disparités parce que il y a quand même 40 000 fonctionnaires internationaux dont la majorité est locataire. On ne peut pas les classer dans les pauvres. Mais pas cela, vous savez. Mais j'aimerais bien revenir parce que le temps nous est compté. Et j'aimerais bien revenir quand même aussi un peu avoir quelques mots de Shadia. Donc un peu revenir sur votre spécificité, parce qu'en lisant votre programme, il y a une spécificité qui saute aux yeux. Vous parlez donc d'un nouveau prisme pour faire les lois et regarder les lois, qui est le prisme convictionnel que vous appelez ça. Alors si vous pouvez, peut-être Monsieur Dardenne, vous pouvez un peu expliquer qu'est-ce que vous entendez par là? Oui, voilà, c'est un terme d'ailleurs qui a été repris. Enfin, et aussi comment vous le mariez aussi avec la neutralité et la laïcité de... Oui, bien sûr. C'est tout à fait neutre. Hein. Les gens ont des tas de convictions de toutes sortes. Hein. Il y a des gens qui sont convaincus qu'il faut rouler en voiture. Il y en a d'autres qui sont convaincus d'aller à vélo. Je veux dire, les convictions. Quand vous dites convictionnel, c'est quoi? Convictionnel, écoutez, c'est un terme qui est repris par le professeur Majou Ansot, qui enseigne à l'UCL, enfin, sur les intelligences citoyennes.
citoyenne. Donc c'est toute une méthodologie de débat entre citoyens qui ne sont pas d'accord l'un avec l'autre au départ, pour, à travers une certaine méthodologie, arriver à un texte qui convient à tout le monde, à une position qui convient à tout le monde. Donc ce n'est pas un terme qui veut dire religieux du tout, hein. C'est beaucoup plus large que ça, hein. Et ça veut dire que oui, les gens qui ont des convictions Vous différentes. pouvez donner un exemple concret pour nos téléspectateurs Oui, mais écoutez, allez, on Parce peut que convictionnel, ça fait penser quand même à religion. Mais oui, je peux me tromper. Hein, mais... oui, c'est vrai que dans le débat. Allez, on va prendre un débat par exemple qu'il y a eu sur la façon de tuer les animaux avant de les manger, hein. On peut en parler. L'abattage rituel. On peut en parler, hein. Écoutez, il y a des gens qui jurent par leur religion et qui disent nous, on doit le faire comme ça, hein, les juifs ou les musulmans. Et donc, dès qu'on touche à ça, ces gens, ils ont l'impression de devoir manger de la viande d'un chien écrasé par une voiture. Je cite des gens qui me disent ça, hein. Donc, ça veut dire que d'obliger des gens à devoir manger de la sorte, je trouve que d'ailleurs toutes les églises chrétiennes reconnues de Belgique se sont prononcées dans une lettre aux autorités pour dire qu'ils rejettent complètement cette interdiction d'abattage rituel, comme on appelle, hein, ou d'obligation d'abattage avec étourdissement. Ils veulent imposer un étourdissement. Vous savez, mon père était anesthésiste. Alors quand on dit étourdissement, mon père il comprenait pas ce que c'était cet étourdissement. Il n'est pas juif, il n'est pas musulman. Et il a dit c'est quoi cet étourdissement? Je lui ai demandé, je dis c'est toi l'homme de métier, tu es anesthésiste. Comment on étourdit un animal? Il dit je sais pas comment ils font. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Il dit on peut pas donner une piqûre, il dit parce que c'est mauvais pour la santé. Je dis comment on peut faire? On va danser une valse jusqu'à ce que la bête soit étourdie. Il dit non, je sais pas comment ils font. Je dis écoute, ils cassent le crâne. Non, il dit c'est pas étourdir. C'est très douloureux ça. En plus il dit il y a des tas de substances qui sont générées par les glandes, c'est très mauvais pour la santé, ça cause Alzheimer, Parkinson, des maladies génétiques. J'ai pas compris. Ils ont aussi l'électronarcose. Il dit l'électronarcose, il dit c'est quoi ça? Il dit je connais la narcose, mais l'électrocution, c'est pas la narcose. Et comment on marie les deux, j'ai pas compris. Je dis non, moi j'ai pas compris, ils appellent ça l'électronarcose. Mais il dit l'électrocution, c'est très douloureux, et la même chose, c'est immangeable comme viande. Et donc maintenant, cette loi vis-à-vis de votre prisme convictionnel, qu'est-ce qui aurait dû changer? Alors, ça veut dire que le débat, en réalité, je me suis renseigné, dans les débats, ni au niveau européen, ni au niveau régional, on a impliqué les scientifiques. On n'a pas impliqué ni les spécialistes de la santé humaine, parce qu'écoutez, quand je mange de la viande, c'est quand même pour ma santé, hein. C'est pas pour le bien-être des animaux, hein. Faut quand même pas tourner autour du pot. Quand on tue un animal, c'est pas pour son bien-être, hein. Donc, ça veut dire que d'abord la santé humaine. Pour le manger, bien entendu. Hein, et d'ailleurs, les plantes souffrent aussi, hein, pour ceux qui sont choqués par la souffrance des animaux. Les plantes, on le sait, aujourd'hui, elles souffrent aussi. Enfin, donc, ça veut dire que scientifiquement, on ne s'est pas informé. Le politique ne s'est pas informé. Alors que des tas de citoyens sont scientifiques ou discutent avec des scientifiques. Moi, j'ai des scientifiques dans la famille et je dis, mais comment est-ce qu'ils peuvent prendre une loi pareille? Alors, c'est pas par conviction, ni même religieuse, ni même scientifique. Moi, je suis convaincu qu'il faut mettre tous les avis ensemble. Moi, je suis un économiste et je peux comprendre, moi, qu'un... Ok, mais le décideur, à un moment donné, il doit trancher. Donc, comment vous voyez une meilleure... Il faut écouter toutes les convictions. Comment c'est ça que je veux dire. On réconcilie Aujourd'hui, on écoute les convictions qui font du bruit dans la rue. On écoute les associations qui défendent les animaux. On écoute les vétérinaires parce que ils sont dans l'industrie de l'alimentation. Et on n'écoute pas ni les spécialistes de la douleur, ni les spécialistes de la santé humaine. Je veux dire, là, ça ne va plus, quoi. Je veux dire, les scientifiques, ils sont convaincus de certaines choses, mais ils ont des bases, hein. Alors, même si les défenseurs d'animaux sont convaincus, l'animal il souffre quand on lui tranche la gorge, il faut écouter un spécialiste de la douleur. Mon fils, il est neurologue psychiatre. Il dit frapper la tête d'un animal, ça n'est pas indolore, évidemment, hein. C'est qui a inventé ça? Vous obligez ça pour soulager l'animal d'une douleur? Mais c'est tout à fait donc idiot. on resterait comme maintenant, parce qu'il y a quand même eu certains abus dans les abattages rituels, l'égorgement des moutons, etc. Donc parfois même dans des escaliers. Oui, il y a des gens qui brûlent le feu rouge aussi. On ne va faut pas interdire les voitures pour ça, hein. Écoutez, vous savez, l'abattage rituel, si je peux me permettre, Michel, de rebondir là-dessus, c'est que tout d'abord, avant tout, et c'est vraiment très important pour les téléspectateurs, chers amis, c'est que tout d'abord, moi je parle de notre position en tant que mouvement politique. Le politique, il est là pour servir le citoyen, et non le contraire. Alors, pour ma part, il y a vraiment énormément de faux débats. On peut parler de plein d'autres débats, et l'abattage rituel est un faux débat. Michel vient de le dire,
nous devons mettre autour de la table des scientifiques, des gens du métier, pour savoir exactement est-ce que c'est bon ou c'est pas bon. Il est clair que nous sommes les premiers à nous soucier du bien-être animal. Mais le bien-être humain vient tout de même avant celui de l'animal. Gaïa vous rétorquerait qu'ils ont... oui, mais Gaïa, oui, voilà, ok, Gaïa... Des scientifiques, ils ont même filmé. Oui, voilà, des scientifiques. Mais écoutez, il y a ici, certaines pratiques voilà. quand même de la qui se lient quand même à la surconsommation. On a malheureusement pas beaucoup, mais en tout cas, mais si voilà, mais en quelques secondes, ce qui est très important, c'est que il y a une constitution belge, et celle-là, il faut la respecter. Dans la constitution, donc les citoyens de ce pays, ils ont le droit de pratiquer leur religion en respect de la loi. Et la loi permet l'abattage rituel sans étourdissement. Alors je ne vois pas pourquoi on crée des débats. Est-ce que c'est par populisme? Est-ce que c'est parce que les élections arrivent et qu'on veut toucher plutôt une partie de la citoyenneté ou de l'autre? Nous disons clairement qu'il faut laisser les gens tranquilles. Celui qui a envie de porter une kippa qu'il la porte, celui qui veut porter un foulard qu'il le porte, celui qui veut sortir avec sa croix, ça c'est un peu dangereux à Bruxelles de circuler en kippa dans certains... Ah, qui vous a dit ça? Beaucoup de juifs qui se font continuellement agresser. Voilà, comme vous dites beaucoup sur combien? Parce que moi je veux dire une chose, c'est que je vais souvent, je vais de temps en temps à la synagogue. Il y en a pas beaucoup en Belgique, mais beaucoup de juifs religieux me disent beaucoup plus que vous en pensez. C'est très difficile. Je suis ami, pas membre, mais ami d'une association, de l'association juive marocaine de Belgique. D'ailleurs, j'ai eu une invitation, on était ensemble. Chaque année, je suis invité à leur je dirais, fête de fin Pâques, donc la Mamonia. J'ai reçu encore l'invitation. Je salue M. Maurice Tal, en tout cas par rapport à l'invitation, depuis plusieurs décennies. Il ne m'oublie pas. Je vous assure, cher monsieur, c'est un cliché. Aujourd'hui, on commence la Pâque juive, bientôt la Pâque effectivement. Lundi. Juste un dernier, si en une minute, puisqu'on est quand même ici, la télévision du Vivre Ensemble. Si vous pouvez, je pense peut-être Shadia. Mais on va commencer par Mademoiselle, tout à fait. Shadia, alors pour toi, le vivre ensemble, c'est quoi? Le vivre ensemble, c'est plusieurs communautés, plusieurs religions, plusieurs avis différents dans un seul pays, dans une seule Et demain, si vous êtes élu, une mesure pour reconstruire un peu ce vivre ensemble qui a été quand même malmené ces dernières années. Je viserais plutôt le racisme, qui pour moi n'est pas assez bien, n'est pas assez sanctionné, n'est pas assez bien sanctionné. Je voudrais des sanctions qui soient suivies d'amendes et même de représentation judiciaire. Ou encore des lois qui soient, qui soient dans la norme. Monsieur Dardenne. Oui, mais vous savez vraiment, le convictionnel, vous savez, moi je suis dans l'enseignement. Et moi aussi, j'ai des convictions quant à mon métier d'enseignant. Mais tout le monde n'a pas la même conviction. Vous savez, par exemple, je trouve, moi, le partenariat avec les parents. Je suis convaincu de ça, que le partenariat avec le parent, c'est vraiment une clé de réussite pour la réussite de l'élève. Alors, vous savez qu'il y a encore toujours des règlements. Aujourd'hui, vous savez, même moi, quand je suis prof d'anglais et que j'ai des parents d'élèves ukrainiens qui viennent, eh bien, le règlement m'interdit de leur parler en anglais, alors qu'ils ne comprennent pas le français. Et donc, j'ai vu des collègues qui recevaient des remarques parce qu'ils parlaient la langue des parents. Ils ont dit non, les parents, ils doivent apprendre le français. Non, attendez, on est une école pour les élèves, on n'est pas une école pour les parents. Les parents, ils n'ont pas toujours le temps. Hein. Ils sont peut-être ici d'ailleurs quelques années, mais c'est pas pour ça qu'ils doivent interrompre l'éducation de leurs enfants. Si l'enfant, il suit à l'école, vous savez, moi, j'étais en Flandre, mes parents parlaient le français. Eh bien, quand mes parents, ils avaient des questions à poser sur mon enseignement, qui était évidemment en néerlandais, eh bien, l'école leur parlait en français. Et grâce à ça, mes parents pouvaient m'aider. Et donc, vous savez, moi je suis convaincu de ça. Mais il y a des gens, moi je les vois, ils sont convaincus que les parents doivent apprendre le français, autrement on n'enseigne pas à leurs enfants. Vous savez, c'est des convictions différentes, et c'est ces débats-là que Major Ansot incite. Il faut des combats, des dialogues entre les convictions différentes pour arriver à des solutions communes pour tous. Hassan, 30 secondes. Waouh! Écoutez, chers amis, le vivre ensemble, c'est un bateau. Et sur ce bateau, il y a des actions. Acte, Salem. Salem, c'est le bateau. Et acte, ce sont les citoyens. Si les citoyens, nous sommes condamnés dans nos différences à vivre ensemble. Mais vraiment condamnés. Condamnation positive. Condamnés à vivre ensemble. Car si un de nous perd ce bateau, nous coulons tous. C'est ça la réalité. Un bateau
ensemble dans la différence. La différence est un atout. Un avantage extraordinaire que certains populistes ont fait des armes en créant des guerres, en créant des massacres, comme on a connu dernièrement à la Nouvelle-Zélande. Chose terrible. Moi maintenant, il est important quand même chez nous en Belgique, chez nous en Belgique, donc le 22 mars 2016, nous sommes un bateau, nous sommes condamnés à être ensemble dans la différence et dans le respect. Alors juste pour terminer, pour vous dire ici autour de cette table, vous avez des gens engagés, hommes et femmes. Là, nous avons une belle liste qui représente réellement la région de Bruxelles-Capitale. Chacun dans son domaine, nous voulons de l'enseignement, nous voulons la liberté individuelle, que chacun puisse vivre comme il l'entend dans le respect, nous voulons le logement, 30 secondes. créer de l'emploi, plus de 50 000 emplois, Oui. avoir une mobilité avec le vélo, le piétonnier, Mais la voiture j'invite et la transparence. nos téléspectateurs à lire votre programme parce que c'est assez nouveau, assez rafraîchissant sur certains sujets. Et sur ce, je vous remercie pour cette très belle discussion et je vous donne rendez-vous à la prochaine émission. Au revoir et bon week-end à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci.